Est-ce qu'il vous arrive des fois d'être dépité, démotivé, découragé, plus envie de faire quoi que ce soit? La seule envie pour vous, c'est de tout abandonner, vous éloigner ou encore faire une vie en solo. Oui, je sais, c'est dû à la perte d'un être cher. Oui, c'est possible. Ou moins encore, vous êtes sous le joug d'une déception amoureuse. Non, rien de si grave. C'est tout simplement votre environnement professionnel délétère, des ennuis avec vos supérieurs. Ou pire, vous n'avez jamais connu de promotion depuis le début de votre carrière. Vous êtes tout simplement stagnant. Si vous vivez une situation pareille, vous voulez éviter à tout prix un scénario pareil, alors suivez tout simplement avec moi dans cette vidéo ces 5 thèmes cruciaux qu'il vous faut absolument savoir et qui sublimera votre vie professionnelle. Comme d'hab, vous aurez droit à un super bonus à la fin. Mettez vos ceintures car l'aventure commence. Pour planter le décor, je vais décrire un tout petit peu les relations professionnelles, le climat relationnel dans une entreprise ou une institution. La vie des personnes dans une institution est caractérisée par l'existence obligatoire de relations liées au fait qu'ils conditionnent le rassemblement des individus, la profession. Les relations professionnelles sont donc la base qui unit les employés d'une institution. Ces relations peuvent être bonnes, créant ainsi un climat relationnel constructif favorable à l'épanouissement des hommes et à la prospérité de l'institution. Dans le cas contraire, cela peut entraîner la fermeture si c'est une entreprise ou un dysfonctionnement total si c'est une administration à caractère public. Dans une institution, les employés sont souvent appelés à collaborer en vue de la réalisation des objectifs. Les relations professionnelles s'établissent sur des bases complexes et multiformes. Cela va de la bonne entente au conflit larvé ou ouvert. C'est pourquoi on doit veiller à avoir de bonnes relations dans son milieu professionnel afin de pérenniser les acquis de l'institution. Les relations au sein d'une institution s'établissent sur la base d'une organisation qui peut être hiérarchique ou fonctionnelle. Dans l'organisation hiérarchique, il y a des supérieurs et des subalternes dont les relations dépendent du mode de management de l'organisation. Ces relations peuvent être conviviales lorsque le fonctionnement hiérarchique prend en compte les rapports des uns et des autres dans la gestion de la structure. Mais lorsque les règles hiérarchiques priment sur le besoin de rentabilité et d'efficacité, les rapports entre les uns et les autres peuvent devenir conflictuels. Généralement, les supérieurs veulent monter leur autorité et ne veulent pas en déroger. La conséquence est que leurs collaborateurs resteront dans des camps opposés au détriment des intérêts de l'organisation. À moyen ou à long terme, les résultats vont se détériorer. Ce qui règne désormais, c'est une atmosphère de suspicion, le refus de partage des informations les uns avec les autres. Les employés deviennent petit à petit des adversaires, même des ennemis les uns pour les autres. Mais dans l'organisation fonctionnelle, la notion de hiérarchie est souvent bannie au profit de l'efficacité des équipes. Dans ces conditions, les travailleurs discutent plus aisément de leurs apports à l'évolution du travail et à la réalisation du projet qui leur est confié. On constate généralement une plus grande ouverture des uns vis-à-vis des autres. Dans cette logique, vous devez pouvoir analyser dans quel type d'organisation vous vous trouvez et à l'incorporer dans vos relations avec vos collaborateurs. Que vous soyez dans l'une ou dans l'autre de ces organisations, les problèmes générés sont nombreux. La méfiance, la médisance, le refus de collaboration, le mensonge, la rétention de l'information, etc. Alors, vous devez faire quoi? Vous devez apprendre à vous contrôler et à gérer le stress au quotidien. Vous devez identifier d'abord les sources de stress et pour les identifier, j'ai fait cas de 7 sources possibles que je vais développer avec vous dans cette vidéo et ensuite, vous allez faire la distinction entre ce qui est urgent, ce qui est important et vous concentrer sur l'essentiel. La première source, c'est la communication. Pourquoi la communication en premier? Parce que c'est par là en général que naissent la plupart de nos problèmes en entreprise ou dans notre milieu professionnel. Je m'explique. Très souvent, la communication en direction des cibles extérieures lorsqu'on travaille en entreprise ou en administration publique est généralement bien maîtrisée de nos jours. De graves problèmes se font souvent jour lorsqu'on traite de communication en interne. Cette différence entre les deux grands axes de communication est liée au type de relation à établir avec les cibles. En effet, dans la communication avec les cibles externes, on cherche avant tout à convaincre celles-ci d'acheter ce que l'on vend. En utilisant des moyens de communication médias et hors médias, certes méthodiques, mais orientés beaucoup plus vers la satisfaction d'un intérêt qui ne permet pas forcément d'avoir des relations très structurées avec elles, les clients bien sûr. Par contre, à l'intérieur de toute institution, le personnel est appelé à travailler ensemble, à collaborer étroitement pour obtenir des résultats probants dans le sens des intérêts de la structure. Cette nécessité de résultats impose l'existence de relations professionnelles efficaces empreintes de convivialité, de cohésion et d'harmonie, des conditions devant donner à chaque employé un sentiment d'appartenance à un groupe familial, ce qui peut l'amener à livrer le meilleur de lui-même. Et donc, ce n'est que dans ces conditions que l'institution peut espérer atteindre effectivement ses objectifs de production, de distribution et de vente si on est en entreprise, ou d'efficacité et d'objectifs atteints si on est en administration. En 8 petits points, je vous montre comment améliorer votre communication avec vos collaborateurs. Premier petit point, le développement de l'écoute active, c'est-à-dire vous devez écouter attentivement sans interrompre, montrer de l'intérêt pour ce que dit l'autre personne. Ensuite, vous devez clarifier les points qui ne sont pas clairs en posant des questions ouvertes. Pour clôturer ce premier point, vous devez répéter ce que vous avez compris pour vous assurer que vous avez bien saisi le message. Deuxième petit point, c'est l'amélioration de la clarté de ces messages, c'est-à-dire s'exprimer de manière claire et concise. Évitez le jargon inutile. Vous devez organiser vos pensées avant de parler ou d'écrire pour être plus compréhensible. Demandez à ces interlocuteurs s'ils ont bien compris ou s'ils ont des questions. Troisième petit point, l'adoption d'une attitude positive. Vous devez traiter les autres avec respect, même en cas de désaccord. Vous devez essayer de comprendre les perspectives et les sentiments des autres. Montrez de la compréhension. Vous devez vous efforcer de rester calme et professionnel, même dans les situations stressantes.
Quatrième petit point, être ouvert au feedback. Demandez régulièrement des retours sur sa communication pour identifier les points à améliorer. Voyez les critiques comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des attaques personnelles. Mettez en œuvre les suggestions pour vous améliorer continuellement. Cinquième petit point, l'adaptation de son style de communication. Vous devez reconnaître que chaque personne a un style de communication différent et ajuster son approche en conséquence. Adaptez-vous aux préférences de communication des autres. Par exemple, certains préfèrent les mails, des short messages, des messages WhatsApp et d'autres les discussions en face à face. Vous devez être également attentif aux réactions des uns pour ajuster sa communication en temps réel. Sixième petit point, l'engagement dans les discussions constructives. Vous devez réfléchir avant de parler, surtout dans les discussions délicates pour éviter les malentendus. Favorisez une approche de résolution de problèmes plutôt que de confrontation. Enfin, invitez les autres à partager leurs opinions et leurs idées et valoriser la contribution de chacun. Septième petit point, l'utilisation des outils de communication à bon escient. Utilisez l'outil de communication le plus approprié pour chaque situation, les emails, les réunions, les chats, etc. Vous devez répondre aux messages dans les délais raisonnables pour éviter les frustrations ou les malentendus. Vous devez être également attentif au moment où il est préférable d'envoyer un message plutôt que déranger un collègue en personne. Huitième et dernier petit point, la participation active aux réunions et discussions. Vous devez contribuer activement lors des réunions, poser des questions et partager des idées. Après une réunion, vous devez récapituler les points clés et les actions à entreprendre pour s'assurer que tout le monde est aligné et veiller à ce que les décisions prises soient bien comprises et suivies. Donc, en appliquant cette pratique, vous allez significativement améliorer votre communication avec vos collaborateurs, ce qui contribuera à un meilleur climat de travail et une plus grande efficacité collective. À ce moment de la vidéo, vous devez déjà cliquer ici pour vous abonner. Vous devez liker la vidéo pour la faire connaître à d'autres et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. Nous venons de finir le premier thème qui est la communication. Le deuxième thème abordera la gestion du temps que nous avons développé en 5 modules. Le temps est devenu une denrée dont la gestion est de plus en plus difficile dans les institutions et au niveau personnel. De plus en plus de gens trouvent qu'ils n'ont plus de temps de vivre, de s'occuper d'eux-mêmes, de leur famille et autres. Pour beaucoup, la journée devrait dépasser les 24 heures pour leur permettre d'assumer toutes leurs responsabilités. Face à ce manque chronique de temps, de nombreuses personnes se retrouvent avec des pathologies diverses. L'insomnie, la nervosité, l'impatience, mais aussi des maladies physiques. Et leur vie devient souvent un cafouillage qui les entraîne à tout rater. Travail bâclé ou qu'on ne finit pas, vie familiale bouleversée, etc. Nous allons procéder par des questionnements. Premier module, qu'est-ce que la gestion du temps? Une journée comporte 24 heures. Celle-ci est généralement subdivisée en 3 parties. 8 heures pour le travail, 8 heures pour la famille et les loisirs et 8 heures pour le sommeil. Il faut donc pouvoir organiser tout cela pour en tirer le meilleur profit. Mais on peut constater que le travail prenant 8 heures de la journée, si on ajoute le déplacement entre la maison et le service, il y a déjà un déséquilibre. Il faut donc s'organiser afin de ne pas trop pénaliser sa famille, ses loisirs ou son sommeil. Deuxième module ou la deuxième question, c'est comment gérer son temps. La gestion du temps nécessite une organisation personnelle rigoureuse et précise. Pour cela, il est nécessaire de se programmer sur plusieurs jours en répartissant les tâches selon les capacités de travail que l'on a. Généralement, il est judicieux de programmer d'abord ses activités professionnelles avant les autres. Donc, cette programmation demande des précisions dans la mise au point du temps d'exécution de chaque tâche. Troisième module, ne pas négliger sa famille et ses loisirs. La famille est l'élément le plus important dans la vie d'un individu et l'harmonie de cette dernière est un facteur d'équilibre et de bonheur. C'est pourquoi on doit ménager dans la gestion de son temps suffisamment d'espace pour sa famille. Les loisirs permettent à l'homme de décompresser et de maintenir un équilibre physique et psychique. On doit donc trouver le temps à lui consacrer. Quatrième module, l'incontournable temps du sommeil. L'homme a toujours eu besoin de faire reposer son cerveau et permettre à son être intérieur de recréer son âme. C'est pourquoi le sommeil est indispensable dans la vie de l'être humain. Il s'agit d'avoir un sommeil reposant pour le corps et l'esprit. Se ménager le temps de dormir la nuit est incontournable pour l'homme. Éventuellement, on peut se ménager un petit temps de repos à midi pour récupérer d'une fatigue passagère. Cinquième et dernier module, c'est la planification. Utiliser des outils de gestion du temps comme des listes de tâches, des calendriers, ou des applications de gestion de projet pour organiser votre travail. Je pense que vous êtes déjà abonné à ma chaîne. J'ai besoin de vos avis. Dites-moi surtout dans les commentaires d'autres sources de stress que vous connaissez et comment pouvoir venir à bout de cela. Ainsi s'achève le deuxième thème ou la deuxième source de vos stress qui est la gestion du temps. Le troisième thème ou source, c'est la pratique du bien-être. Un élément également très important ici, vous devez intégrer dans votre quotidien une activité physique régulière, même légère, peut vous aider à évacuer le stress. Vous devez essayer la méditation, la respiration profonde ou le yoga pour calmer les. Et enfin, vous devez adopter une alimentation équilibrée qui puisse avoir un impact positif sur votre niveau de stress. Quatrième source, c'est l'équilibre vie professionnelle et travail. La vie n'est pas toujours rectiligne. Vous devez essayer de délimiter clairement votre temps de travail et votre temps personnel et ensuite engagez-vous dans des activités en dehors du travail qui vous détendent et vous font plaisir. Cinquième source, c'est du SOS
Demandez de l'aide. Si le stress devient écrasant, n'hésitez pas à consulter un professionnel comme un psychologue ou un coach. Certaines entreprises proposent des programmes de soutien pour aider les employés à gérer le stress. Sixième source, c'est l'adoption d'une attitude positive. Essayez de vous concentrer sur les aspects positifs de votre travail et de reconnaître vos accomplissements et accepter que tout ne sera pas toujours parfait et que c'est normal. Ce dernier point que je vais aborder concernant la conduite d'une réunion n'est pas une source de stress, mais plutôt une compétence que vous devez développer en entreprise ou dans votre milieu professionnel pour plus d'efficacité. Qui dit efficacité dit promotion. Et qui dit promotion, dit émulation et épanouissement. Si vous voulez posséder d'autres compétences en plus de la conduite d'une réunion, cliquez ici pour maîtriser les 6 techniques d'une bonne présentation. Si vous convenez avec moi qu'une réunion ne saurait se dérouler n'importe comment et que des dispositions doivent être prises afin que le temps passé à cet exercice ne soit pas un gâchis, alors regardons de plus près la chose. Alors, qu'est-ce qu'une réunion? C'est le rassemblement en un lieu, en un moment donné, de personnes autour d'une situation et d'un problème en vue de faire une analyse et de trouver la solution appropriée. Quels sont les différents types de réunions? Il en existe plusieurs. Les plus importantes sont les réunions d'information, les réunions de prise de décision, les réunions de crise, les réunions techniques. Toutes ces réunions, pour aboutir à de bons résultats pour l'entreprise, doivent suivre le même processus. 3 étapes pour la réussite d'une réunion: la préparation, la conduite et le suivi. Aucune de ces étapes ne peut être négligée. La préparation nécessite une attention particulière car d'elle dépend la réussite de la réunion. Elle comprend l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu, la convocation et la préparation matérielle. Qu'est-ce que nous mettons dans l'ordre du jour? Il doit être établi dans le respect de certaines règles. La durée de la réunion, de préférence pas plus de 90 minutes. La chronologie des sujets à traiter par ordre et d'importance et enfin le nombre des participants. La date et l'heure doivent tenir compte des disponibilités des participants, à moins que ce soit une réunion périodique. Le lieu doit pouvoir contenir tous les participants, à moins que ce soit une réunion en ligne. Une réunion nécessite la présence d'un certain nombre de participants. Il importe de les convoquer à temps, de les faire parvenir lors du jour, de demander la préparation, la diffusion et le traitement des documents préparatoires. Ces documents doivent porter sur les sujets devant être traités durant la réunion. Leur circulation préalable permet aux participants de réfléchir sur les sujets et de préparer les propositions. Pour la préparation matérielle, un responsable doit être désigné pour préparer le lieu de la réunion. L'éclairage, les dispositions des sièges, les nuisances sonores suffisamment à l'avant. Préparation des équipements nécessaires, tableaux, matériel de projection, etc. En ce qui concerne la conduite de la réunion, quelques préalables sont à respecter. L'exactitude de tous les participants, la désignation d'un animateur, la possibilité pour tous les participants de prendre la parole et enfin, la nécessité de demander la parole avant de la prendre. L'obligation d'être concis et précis, la nécessité pour l'animateur de gérer le temps et les participants, enfin l'obligation pour les participants d'éviter de faire des sous-réunions. La réussite d'une réunion dépend en grande partie de son animation. Cette dernière relève de l'animateur et des participants. En quelques petits points, le rôle de l'animateur, il dirige les débats, il distribue la parole en privilégiant l'ordre des demandes, ce qui signifie qu'il doit pouvoir voir tous les participants. Mais il doit éviter de donner la parole aux mêmes personnes tout le temps. Il gère l'ordre du jour et le temps, il met de l'ordre lorsque c'est nécessaire. Il peut retirer la parole le cas échéant, il fait la synthèse des débats, il veille à ce que les décisions soient bien neutres. Chaque participant a le droit à la parole, mais dans la discipline. Il faut demander la parole. Il est indispensable d'être concis, il faut préparer ce qu'on veut dire avant de demander la parole. Évitez de couper la parole à quelqu'un qui parle, sauf si on n'est pas animateur. Évitez les critiques stériles, être positif dans tout ce qu'on dit. À propos, si vous voulez maîtriser les secrets de l'oratoire, j'ai fait une vidéo consacrée uniquement à cela, dont vous trouverez le lien dans la barre de description. Le temps est plus que de l'argent, si on le perd, on ne peut pas le retrouver. Toute réunion doit avoir une durée précise. Chaque point de l'ordre du jour également. Toute souplesse impose un rattrapage. Ce qui oblige à éviter les prises de parole qui durent longtemps, ce qui se conçoit bien. Une réunion, en général, n'est pas une séance de rhétorique. Elle sert à débattre des sujets inscrits à l'ordre du jour, donc il faut éviter de divaguer, mais surtout à prendre des décisions. Il y a donc un temps pour les discussions et un temps pour la prise de décision. Cela appelle le respect scrupuleux de l'ordre du jour. Un point consacré aux divers permet d'aborder des sujets non inscrits. La décision prise doit être le meilleur possible. Elle doit être comprise et approuvée par une grande majorité des participants. Toute réunion doit faire l'objet d'un compte rendu. Cela nécessite une prise de notes par un ou plusieurs personnes participantes désignées. Ces notes doivent être les plus complètes possibles. Elles doivent être lisibles pour que le rapporteur puisse le relire. Vous devez noter également qu'une réunion ne se termine pas avec la sortie de la salle. En général, lorsque la séance est terminée, des dispositions doivent être prises pour que le temps passé par plusieurs personnes ne soit pas un gaspillage. Le secrétaire de séance doit faire le compte rendu de la réunion dans les 24 heures qui suivent. Ce compte rendu doit être distribué à tous les participants et à tous les collaborateurs intéressés, soit sur papier, soit par liste de diffusion intranet. Les décisions issues de la réunion doivent être consignées dans une base de données. Un responsable de suivi de l'exécution doit être désigné. Un deadline doit être fixé pour chaque action.
Le responsable de suivi doit veiller à ce que le deadline soit respecté. Pour clôturer, rien de sérieux ne se fait en équipe sans réunion, mais aucune réunion également ne donne de résultats sans une bonne préparation, une bonne conduite dans les délais impartis, un bon suivi pour l'exécution des décisions. Pour tous ceux et celles qui continuent toujours l'aventure avec nous, c'est l'heure du bonus. Nous allons ensemble découvrir le cercle des compétences ou les 3 dimensions fondamentales d'une personne. Puisque nous parlons de vie professionnelle, il est de bon ton qu'on en parle. La première dimension, c'est le savoir. Toute forme de connaissance basique liée à notre formation de base, mais beaucoup plus théorique. La deuxième dimension, c'est le savoir-faire. C'est ce que nous acquérons dans l'exercice d'un métier ou d'une profession. Donc, cette dernière est beaucoup plus pratique que théorique. Et la troisième dimension, c'est le savoir-être que l'on qualifie souvent de fondamental parce qu'elle conditionne vos relations avec l'extérieur. Et généralement, cette dimension est beaucoup plus recherchée de nos jours et nous fait souvent échouer à certains postes de responsabilité lorsque nous la négligeons. À présent, suivez-moi attentivement car nous allons faire le lien entre ces dimensions et vous me direz à quel stade vous êtes actuellement. Celui ou celle qui possède uniquement le savoir et le savoir-faire reste performant. Ou mieux encore, vous possédez rien que le savoir et le savoir-être. Vous êtes tout simplement un connaissant. Vous ne possédez que le savoir-être et le savoir-faire. Vous êtes tout simplement un exécutant. Et pour couronner le tout, vous possédez les 3 dimensions, c'est-à-dire le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Vous devenez compétent. Donc, vous avez ce que nous appelons la compétence, très souvent recherchée dans tout type d'emploi. Nous voilà enfin arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère que les thématiques qui ont été abordées ont été très bénéfiques pour vous et va pouvoir vous permettre de venir à bout de vos stress. Alors, on se capte dans une autre vidéo. Ciao.